Accès mémoire en mémoire Xdata. Donc on va s'intéresser ici aux accès mémoire qui sont effectués par le 8051. Donc accès mémoire qui sont faits dans l'espace mémoire Xdata. Donc si on regarde en détail la documentation du 8051 F020, on peut s'apercevoir qu'il existe plusieurs types d'accès mémoire, ainsi que les timings des signaux sont aussi configurables. Dans cette vidéo, on ne s'intéressera qu'à un seul mode, ce qui correspond en quelque sorte au mode natif des microcontrôleurs 8051, et c'est le mode multiplexé avec des adresses 16 bits. Donc, on rappelle quand même que pour générer ce type d'accès mémoire, et bien en fait, il suffit de écrire en code assembleur un MOVX, MOVX a,dptr, à ce moment-là on fait une lecture. Donc quand le microcontrôleur exécute cette instruction, eh bien le microcontrôleur va générer ce cycle d'accès mémoire. Et même chose quand on fait une écriture, MOVX a, le microcontrôleur va exécuter tout ce cycle d'accès mémoire et gérer tous ces signaux. Si on s'intéresse au cycle de lecture, donc quels sont les signaux qui sont utilisés pour faire ce cycle d'accès mémoire? On a un bus 8 bits qui s'appelle les adresses de 8 à 15. Donc là, on représente ici, on représente les signaux qui évoluent sur ce bus. Sous-entendu, ici, ça correspond à une valeur 8 bits d'adresse de poids fort. Ensuite, on a un deuxième bus, toujours pareil, un bus de 8 bits, qui s'appelle bus adresse donnée. Donc ici, on représente tout ce qui se passe sur ce bus pendant tout le cycle d'accès mémoire. Et ensuite, on a les signaux de contrôle. Donc, on a trois signaux de contrôle, ALE, read bar et WR bar. Donc si on s'intéresse au cycle d'accès en lecture, qu'est-ce qui se passe? On s'aperçoit que le signal d'écriture, lui, reste au niveau haut pendant toute la durée du cycle. Par contre, le signal read bar passe au niveau bas dans la deuxième partie du cycle d'accès mémoire. Si on s'intéresse aux adresses de poids fort, on voit qu'elles sont maintenues pendant toute la durée du cycle d'accès. Par contre, au niveau du bus adresse donnée, on s'aperçoit que dans un premier temps, on présente des adresses basses, et dans un second temps, on attend les données qui seraient potentiellement envoyées par le circuit mémoire dans lequel on fait un accès mémoire. Donc c'est là qu'on voit apparaître la notion de multiplexage, c'est-à-dire que temporellement, sur ce bus et sur uniquement celui-ci, on a deux informations qui vont être manipulées. Dans un premier temps, le processeur, le microcontrôleur envoie les adresses de poids faible. Et dans un deuxième temps, dans le cas d'un cycle de lecture, il attend les données qui seraient produites par le boîtier mémoire. Donc quelque chose qui est important, c'est vraiment au moment où le signal read bar remonte, sur le front montant du read bar, que le microprocesseur va vraiment, en quelque sorte, récupérer l'information qui est présente sur le bus AD. Et c'est à ce moment-là, précisément sur ce front, que les données vont être mémorisées par le processeur. Pour cette raison qu'on voit apparaître un certain nombre de durées qui sont bien spécifiées pour nous indiquer exactement combien de temps je dois faire apparaître mes données avant et combien de temps je dois maintenir mes données, ce qu'on appelle les temps de setup et les temps de hold. Dernière chose, le signal ALE, on voit qu'il est positionné à chaque cycle de lecture, on voit qu'il reste à 1 pendant en gros la moitié de la durée où sont positionnées les adresses. Petite remarque aussi au niveau de ce qui se passe en dehors du cycle d'accès mémoire, donc c'est ce qu'on voit apparaître ici et ici. Il ne faut pas oublier que le 8051 est un microcontrôleur. C'est-à-dire qu'un microcontrôleur, c'est un composant qui peut avoir de multiples rôles, et les broches notamment peuvent fonctionner selon différents modes. Donc elles peuvent fonctionner en mode accès mémoire, comme on l'a ici, mais elles peuvent aussi fonctionner pour être connectées à des périphériques internes au microcontrôleur, ou elles peuvent aussi fonctionner, comme on le voit ici, en port d'entrée-sortie. Alors, quand ces broches fonctionnent en port d'entrée-sortie, ça veut dire que par logiciel, on peut commander chaque broche séparément et les positionner à un niveau haut ou à un niveau bas. Donc, dans le cas des signaux d'adresse
ça pose pas de problème, on peut bien les piloter à n'importe quel niveau ici. Par contre, pour les 3 lignes de contrôle, si on n'y prend pas garde et si on les positionne à certains niveaux, ça peut créer des problèmes. Typiquement, si votre signal read bar et WR bar reste à 0 en dehors des cycles d'accès mémoire, ça peut après poser des problèmes si on a connecté des boîtiers mémoire sur ces broches. Donc, règle de base, quand on veut faire des cycles d'accès mémoire, on va faire en sorte que sur les signaux de contrôle, on les laisse bien, ces broches à 1 en dehors des cycles d'accès mémoire. Hein. Parce que ça veut dire qu'en dehors des cycles d'accès mémoire, hein, c'est vraiment par logiciel qu'on va pouvoir, cette broche-là, la mettre à 1 ou à 0. Donc en dehors des cycles d'accès mémoire, la read bar, je la laisse à 1, la WR bar, je la laisse à 1, et le ILE, je vais la laisser à 0. Hein, donc ça, il faut faire attention à ne pas l'oublier. Si on s'intéresse au cycle d'écriture, on retrouve toujours les mêmes signaux utilisés, hein, donc les signaux adresse, adresse donnée, et les 3 signaux de contrôle, ALE, write bar et read bar. Par contre, on fait une écriture, donc on voit bien que cette fois-ci, le signal de lecture, lui, il ne change pas d'état, il reste toujours au niveau haut. Par contre, on a bien cette fois-ci un niveau bas qui arrive sur le signal /WR. Et encore une fois, c'est au moment où le front va monter, que le boîtier mémoire qui reçoit les informations va en quelque sorte mémoriser la donnée ici. Donc pareil, on a toujours notre bus multiplexé, on envoie dans un premier temps les adresses, et dans un deuxième temps, on envoie les données à écrire dans le boîtier mémoire. Donc au passage, petit tableau sur les temps qu'on voit apparaître dans nos différents timings. Hein. Tous ces temps-là sont rassemblés dans un tableau. Donc c'est là qu'on voit qu'on peut programmer ces durées, puisque vous voyez, par exemple, pour la durée du cycle d'écriture, on peut programmer cette durée entre un cycle d'horloge et 16 cycles d'horloge. Tout simplement pour permettre de s'adapter aux différents boîtiers mémoire qu'on va connecter. Si on a une mémoire très lente, eh bien on devra peut-être mettre beaucoup de cycles mémoire. Inversement, si on a des boîtiers mémoire très rapides, on pourra se permettre d'avoir des durées ici les plus courtes possibles, de manière à avoir un débit de lecture ou d'écriture dans ces boîtiers mémoire le plus rapide possible. Donc tous ces aspects analyse de timing ne sont pas du tout traités dans ce module. Mais il n'empêche que quand on fait une conception complète, dans la vraie vie, eh bien, il faudra tenir compte de tous ces éléments-là. Donc, on a vu qu'on avait un bus multiplexé. Par contre, si on s'intéresse à un boîtier mémoire standard, on s'aperçoit que lui, il a effectivement 8 lignes de données et il a 15 lignes d'adresse. Donc, on a bien une séparation des broches entre les broches pour les adresses et les broches pour les données. Et on a aussi, au niveau des signaux de contrôle, on se retrouve bien avec 3 signaux de contrôle, signal d'écriture, signal de lecture et le signal de validation de boîtier. Donc la question qu'on peut se poser, c'est que côté microprocesseur, on a un accès multiplexé, où on mélange les adresses basses et les données, et côté boîtier mémoire, là on n'a pas du tout de bus multiplexé, on a bien une séparation entre les broches d'adresse et les broches de données. Donc, et si on regarde au niveau des timings, donc ça c'est le timing que j'extrais de la documentation du boîtier mémoire que j'ai montré précédemment, qu'est-ce qu'on voit? On voit que pendant toute la durée basse du cycle d'écriture, hein, il faut bien que toutes les adresses soient présentes. Or, dans le cas de notre boîtier multiplexé, hein, nos adresses, pendant un cycle d'accès, nos adresses basses ne sont pas présentes pendant tout le cycle. Donc si on veut pouvoir se brancher correctement un boîtier de mémoire tel que celui qu'on a vu précédemment, eh bien il va falloir que je trouve une solution pour que mes adresses basses qui apparaissaient pendant cette première moitié de cycle, je puisse les maintenir pendant toute la durée de mon cycle d'accès mémoire. Donc, on va en quelque sorte fabriquer un bus d'adresse à 0 à 7. Alors comment le faire pour le fabriquer? Bien déjà, on peut s'apercevoir que si on analyse le timing mémoire, on a un signal qui s'appelle ALE, qui génère un niveau haut pendant, en gros, grosso modo, la moitié du temps où les adresses basses sont présentes sur le bus.
Et ce signal ALE, il est présent aussi bien sur des cycles d'accès, des cycles de lecture ou de cycles d'écriture. Et comme son nom l'indique, ALE, qui signifie en fait Address Latch Enable, c'est le signal de contrôle qui a été prévu pour permettre de pouvoir démultiplexer, c'est-à-dire de pouvoir récupérer ces adresses pendant cette durée-là et de pouvoir ensuite les maintenir pendant toute la durée du cycle. Donc, pour faire ce démultiplexage, il y a un composant qu'on va utiliser très fréquemment. C'est un circuit qui contient une bascule D, entre autres, de référence 373 ou 573. Donc en fait, si on regarde un peu ce qu'il y a dans ce circuit, on s'aperçoit qu'on a 8 cellules de ce type-là. On en a 8 cellules complètement identiques. Simplement, là, pour des raisons de facilité, on n'en a représenté qu'une seule. Donc qu'est-ce qu'on a dans ce composant? Donc, au niveau je dirais, du cheminement des informations, le cheminement, il va se passer ici. On va rentrer sur l'entrée D et on va sortir sur la broche Q. Et qu'est-ce qu'on a comme élément? En fait, on a deux dispositifs. On a un premier dispositif qui est une bascule latch, qu'on voit apparaître ici dans la table de vérité. C'est-à-dire que quand le signal LE, Latch Enable, est au niveau haut, la bascule, on dit qu'elle est transparente. C'est-à-dire que si j'ai un niveau haut sur l'entrée D, j'ai un niveau haut sur la sortie Q, et inversement, si j'ai un niveau bas, je me retrouve avec un niveau bas. Donc là, la bascule est complètement transparente, elle laisse passer les informations. Par contre, dès que ce signal Latch Enable passe au niveau bas, à ce moment-là, la bascule est verrouillée, c'est-à-dire qu'elle va conserver l'information qu'elle avait sur sa sortie au moment où le signal Latch Enable est passé du niveau haut au niveau bas. Donc si par exemple, juste avant de passer au niveau bas, j'avais un niveau bas ici, je vais conserver le niveau bas. Ce qui apparaît ici, c'est l'état de mémorisation. Donc on voit bien que même si on essaye de faire bouger l'entrée D, quand Latch Enable est au niveau bas, la sortie Q est complètement verrouillée, ne bouge plus. Et on a aussi un deuxième dispositif dans ce composant 573, c'est qu'on a aussi une porte 3 états, qui est pilotée, elle, par un signal qui s'appelle Output Enable. C'est ce qu'on voit apparaître sur cette ligne-là. Quand le Output Enable est au niveau haut, quels que soient les événements sur Latch Enable ou sur D, la sortie est en état haute impédance, c'est-à-dire c'est comme si la sortie était complètement débranchée. Voilà un peu les caractéristiques de ce composant. Donc ce qui fait qu'on va pouvoir l'utiliser de cette manière-là. C'est-à-dire qu'on va venir brancher le bus adresse donnée sur les entrées D, et les sorties Q vont permettre de produire un bus A0 A7. Comment ça va marcher? Tout simplement, on a connecté notre signal ALE sur l'entrée Latch Enable du 573 ou du 373. La fonctionnalité 3 états du 573, on ne l'utilise pas du tout. Donc ce qui fait que quand l'ALE va être au niveau haut, tout ce qui est présent ici va se retrouver ici. Et ça tombe bien, quand LE est au niveau haut, on a les adresses basses qui sont présentes sur le bus. Et dès qu'LE va passer au niveau bas, verrouillage de la bascule 573, donc les informations A0, A7 qui étaient là vont être maintenues jusqu'au prochain ALE, c'est-à-dire jusqu'au prochain cycle d'accès mémoire. Donc on a bien réussi ici à extraire un A0, A7. Par contre, dernière chose, il faut quand même s'assurer, parce qu'ici on a un bus qui est bidirectionnel, là on envoie des adresses, parfois on peut récupérer des données, et ce qui fait que ces informations qui sont ici, on les retrouve aussi ici. Sachant que ce boîtier mémoire ici, il peut fonctionner en lecture, en écriture, il peut aussi envoyer ou recevoir des informations. Donc on va voir ici dans quelle mesure on n'est pas face à un conflit de bus. Donc avant toute chose, définissons déjà ce qu'est un conflit de bus. En fait, on va avoir rencontré un conflit de bus lorsque plusieurs circuits qui sont connectés sur le même bus essaient d'imposer un signal logique au même moment. C'est-à-dire, en gros, lorsqu'on a au moins deux broches qui sont reliées entre elles, qui se comportent en sortie exactement en même temps. Donc si on analyse notre bus mémoire, on s'aperçoit que finalement, le seul cas où on peut avoir un conflit de bus, c'est sur le bus adresse donnée, puisque au niveau des adresses, là on se comporte en sortie, là on se comporte en entrée, là on est en sortie et là on est en entrée. Alors que, effectivement, au niveau du bus adresse donnée, eh bien on a des données qui vont circuler dans un sens ou dans l'autre.
Donc ce qui fait qu'au niveau de notre dispositif, hein, donc c'est le risque de conflit, il se passe ici. On a trois connexions. Connexion côté processeur, connexion côté mémoire et connexion côté latch 573. Alors déjà, cette connexion, on peut l'éliminer, puisqu'en fait, là, on fonctionne toujours en entrée. Donc si on a un conflit de bus, c'est uniquement entre le bus AD07 sur le microprocesseur et les entrées-sorties de données mémoire sur le boîtier mémoire. Donc maintenant, on va analyser aussi bien pour un cycle de lecture que pour un cycle d'écriture, et voir si on peut avoir potentiellement des conflits de bus. Donc dans un cycle d'écriture, là je dirais que très vite on va voir qu'il n'y a pas de souci, parce que déjà au niveau du microprocesseur, tous les signaux sont des sorties. C'est-à-dire que là, c'est bien, je génère mes adresses, je génère mes adresses basses, ensuite je génère les données à écrire, et puis là on a les trois signaux de contrôle qui sont des signaux de sortie. Et donc, on pourrait avoir un conflit si à un moment donné, le boîtier mémoire se comportait en sortie. Or, qu'est-ce qu'on constate? Le seul cas où le boîtier mémoire peut se comporter en sortie, c'est lorsque le signal output enable du boîtier mémoire est au niveau bas. Output enable du boîtier mémoire, il est connecté sur le signal read bar. Donc ça veut dire que quand on regarde notre cycle d'accès mémoire, read bar, il est toujours au niveau haut. Donc, dans un cycle d'écriture, si on respecte bien effectivement ce type de connexion, on ne peut pas avoir de conflit de mémoire. Donc déjà, on a résolu, on a fait la moitié du chemin. Maintenant, on va regarder ce qui se passe en lecture. Est-ce qu'on peut avoir un conflit de mémoire? Un conflit de bus, pardon. Donc effectivement, hein, le microprocesseur, quand il génère ses adresses basses, il génère les adresses basses, et ensuite, il attend des données. Donc les données qui vont être transmises par le boîtier de mémoire. Donc là, regardons un petit peu mieux. Est-ce que, quand il est en train de générer les adresses basses, est-ce que potentiellement le boîtier mémoire peut envoyer des données? Et si on regarde ici, on s'aperçoit qu'effectivement, quand il envoie les adresses basses, read bar est au niveau haut, wr bar est au niveau haut. Hein. Donc le boîtier mémoire, dans ces cas, dans ces deux cas, c'est-à-dire si on regarde les signaux output enable et write enable, quand ils sont au niveau haut, ou même l'un des deux, on est toujours en haute impédance en sortie. Donc ça veut dire qu'à ce niveau-là, on n'a pas de conflit. Les seuls moments où le boîtier mémoire va sortir des informations, donc c'est uniquement quand, encore une fois, output enable est au niveau bas. Donc output enable qui est relié au signal de lecture, il est au niveau bas ici. Et quand au niveau bas ici, le microcontrôleur, lui, il est dans cet état-là. Ça veut dire que là, c'est une donnée, il attend une donnée. Et vous voyez que là, ce petit trait qui se retrouve entre le trait du 1 et le trait du 0, ça veut dire qu'il est bien en état haute impédance. Donc, dans un cycle de lecture mémoire, dans cette partie-là, le boîtier mémoire, lui, il sort rien, les sorties sont en haute impédance. Et puis dans cette partie-là, effectivement, c'est le boîtier mémoire qui envoie des informations. Par contre, pendant toute cette durée-là, le microcontrôleur, sur ce bus-là, il est bien en haute impédance, il se comporte, lui, de son côté, en entrée. Donc on voit bien qu'avec ce système, on n'a jamais de conflit de mémoire. Voilà, on a fait un petit tour rapide sur les accès mémoire dans le 8051. On a vu notamment cette notion de bus multiplexé et comment faire pour démultiplexer ce bus. Donc, cette prochaine étape, et cette fois-ci, c'est prendre des boîtiers mémoire et des périphériques et puis les connecter au processeur. Donc, on sera amené à faire dans un premier temps une cartographie mémoire.